Bonjour Bruno Patino. Bonjour. Vous êtes le patron de Arte, vous avez aussi dirigé Le Monde.fr, Télérama, France Culture, France 5 et j'en passe. Vous publiez Submersion chez Grasset. Après votre Poisson Rouge qui avait fait beaucoup d'effets, en fait, vous nous parlez de cette société numérique qui, au fond, comme le poisson rouge dans l'eau, nous engloutit. Vous dites on est rentré dans la nuit éternelle. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce monde numérique? Non, c'est plutôt un ressenti. Moi, ce qui m'intéresse toujours, si vous voulez, c'est pas la technologie en elle-même, hein, c'est l'effet qu'elle a sur nos vies et sur notre façon de vivre en réalité. Et donc, je pars dans ce livre, je tire le fil d'un ressenti qui est le mien et qui s'exprime, c'est vrai, souvent la nuit, mais qui s'exprime le jour aussi. C'est comment cet outil merveilleux qui est le portable et qui, en théorie, me donne accès, et qui, en pratique, me donne accès à tout, à toute l'information, tous les messages, tous les sons, toutes les vidéos, tous les programmes, comment cet outil qui devrait me libérer puisqu'il me donne accès à tout, m'envahit en fait. Et quel est ce sentiment de submersion qui me prend? C'est le titre du livre. C'est ça, submersion. Parce qu'à un moment donné, je me dis, trop. Il y a trop qui m'est donné. L'abondance, et je parle de l'abondance des messages là, hein, pas d'un autre type d'abondance. L'abondance qui était une promesse devient de temps en temps un problème. Je me sens fatigué et de temps en temps, j'ai plus tellement envie. Et j'ai l'impression que ce sentiment, ce ressenti qui peut être le mien, est partagé, je crois, par un grand nombre de personnes. Mais oui, mais c'est ça. Et au fond, vous dites, quand je dis, vous parlez de sorte de nuit éternelle, vous dites au fond, on vit dans une espèce d'autre monde, et même le corps se courbe. En réalité, si vous voulez, nos corps et nos attitudes, elles ont changé, évidemment, suite à cet outil. Et comment pourrait-il en être autrement? C'est-à-dire que nos nuques se sont un peu baissées, nos pouces, de temps en temps, on a une tendinite du pouce à force de ça. Nos oreilles sont occupées par des écouteurs. Donc, cette nouvelle vie qui est la nôtre, qui est la vie connectée, en fait, la vie de la connexion permanente, la vie du réseau permanent, eh bien, effectivement, elle nous expose en permanence à ce flux qui ne cesse de grandir. Mais citons des chiffres. On peut venir d'une génération, on avait accès à un nombre de chaînes petits, on avait quelques vinyles, on avait... Bon, aujourd'hui, si vous êtes sur une plateforme de streaming musical, vous avez accès entre 80 et 100 millions de titres. Vous êtes sur une grande plateforme audiovisuelle, vous avez accès à 30 000, 40 000, 50 000 programmes. Oui. Vous êtes sur YouTube, il vous faut 30 000 ans pour regarder juste les nouveautés d'une année sur la plateforme. Donc, si vous voulez, cette chose-là, d'un côté, c'est merveilleux, accès à tout, et de l'autre, trop. Et donc, ce sentiment qui, parfois, nous étreint, qui est de dire... Je ne sais plus vraiment quoi choisir. D'ailleurs, mes choix ne sont plus vraiment mes choix. De temps en temps, la frontière entre la réalité et la fiction se brouille. Où est-ce que j'en suis, quoi? Et c'est de ça dont j'ai voulu parler. Une sorte de trop-plein qui engendre le vide, en fait, c'est un peu ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire un trop-plein à l'extérieur qui, de temps en temps, me vide à l'intérieur. C'est ce paradoxe-là. Oui, et au-delà, vous nous parlez des algorithmes, parce qu'ils décident à notre place, alors qu'on n'a plus besoin de réfléchir. Fait, on peut vous dire c'est génial, mais bon. Ils décident à notre place parce que nous le voulons. C'est-à-dire qu'en fait, je passe tout un moment pour raconter, parce que tout ce dont on parle, avec les intelligences artificielles qui arrivent, ça va être encore amplifié, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Simplement, on arrive, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que je mentionne dans le livre, le paradoxe du choix. On arrive très bien à choisir entre 6, 8, 10, 12 options différentes. Ça, on est formaté pour. Je ne suis pas formaté pour choisir entre 100 millions de choses différentes. Ça, c'est pas vrai. Donc, à un bout d'un certain temps, qu'est-ce que je fais par rapport à ce choix impossible? Soit je procrastine, je remets à plus tard, et je donne l'exemple de soirées qu'on a tous vécues, on est 3 ou 4 devant une plateforme audiovisuelle, on se dit, tiens, ce qu'on regarde ce soir, 5, 10, 20 minutes se passent, et puis après, on n'arrive pas à faire le choix et on abandonne. Soit on délègue le choix. Et évidemment, l'économie numérique n'attend que ça, qu'on délègue nos choix à quoi? Des algorithmes qui ne sont que des formes de calcul. Et ce que je dis là, c'est qu'est-ce que ça veut dire déléguer à un moment donné? Quelle est l'implication de déléguer son choix à une formule de calcul? Ça veut dire deux choses. D'abord que le choix, on ne le fait plus vraiment nous-mêmes, donc d'une certaine façon, notre libre arbitre, hein, il est confié à quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, cette formule mathématique, elle nous calcule effectivement en partie,
mais de façon approximative. Elle ne calcule que la caricature de nous-mêmes. Oui. Donc d'une façon ou d'une autre, on pensait être émancipé par ça, mais la technique, elle ne nous émancipe pas quand on lui délègue son choix. Oui, vous parlez même de simulacre. Vous dites, il faut quitter le simulacre pour retrouver le rêve. C'est ça l'appel que vous lancez, Bruno Oui, Patinaud. c'est un livre humaniste, c'est-à-dire c'est un livre qui, dans sa dernière partie, effectivement, plaide pour le retour de la confiance, du discernement, d'un certain on va dire, retour du manque, du désir. Je crois, juste pour revenir sur le choix, mais pour vous répondre directement, il y a deux choses qui sont très importantes dans la vie humaine. La première des choses, c'est de trouver des choses qu'on ne choisissait pas, qu'on n'a pas cherché. Je trouve quelque chose que je n'ai pas cherché. Pour moi, c'est la définition de la culture. Et ça, un algorithme ne vous le permet pas, c'est-à-dire il vous permet toujours de trouver ce que vous cherchez. Et la deuxième chose importante, c'est de ne pas trouver des choses que vous cherchez. Et ça, c'est la quête, qui peut être spirituelle, qui peut être culturelle, qui peut être politique. On cherche quelque chose qu'on ne trouve pas. Et ça, pour l'algorithme, c'est une erreur. Donc, si vous voulez, ces deux mécanismes de la liberté humaine, que sont en fait l'imprévu, la surprise, ce qu'on n'attendait pas, qui bouleverse notre vie à un moment donné, ça n'est pas permis quand vous déléguez votre choix à un calcul. Et donc je mentionne, parce que je fais souvent des allusions à la pop culture, aux envahisseurs, mais aux philosophes aussi, je mentionne à quel point c'est important dans notre vie. Et par ailleurs, comme on est soumis à un déluge de messages, petit à petit, la frontière entre la réalité et la fiction se brouille. On a un exemple célèbre en 1605, c'est Don Quichotte qui, à force d'être submergé de messages, alors lui c'était les romans de chevalerie, finit par vivre dans sa propre fiction. Comment ne pas voir autour de nous que ce déluge de messages, petit à petit, il brouille la fiction entre ce qui est réel, ce qui est faux. Entre l'information, la désinformation, les fictions qui se font passer pour des documentaires, les documentaires qui se font passer pour des fictions, tout se brouille. Oui. Quand on maîtrise la différence, nous, individus, c'est formidable parce qu'on vit dans un monde augmenté. Quand on n'arrive plus à faire cette différence-là, alors ça peut mener vers une sorte d'hallucination collective. Oui. Alors c'est un grand mot, mais c'est quand même... D'une certaine façon, Guy Debord avait parlé de la société du spectacle, la société du simulacre. C'est-à-dire on est entouré effectivement de fiction, de faux semblants, de fausses nouvelles, de faux réalités. On n'arrive plus tellement à distinguer le vrai du faux. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux individuellement parce que c'est une forme de folie qui nous guette. Je mets des guillemets évidemment à folie. Et c'est dangereux collectivement parce que pour vivre ensemble, on a besoin de savoir où est le réel et où est le faux. Oui, oui. Alors vous citiez l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que par exemple, on va pouvoir dialoguer avec les défunts, avec les personnes disparues, avec ses proches. On va les recréer. Donc, on va toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, sans savoir vraiment jusqu'où on va s'arrêter. Alors, l'intelligence artificielle, oui, j'en parle dans le livre, parce qu'à la fois, je ne participe pas du tout à ces visions catastrophistes qui disent l'intelligence artificielle, c'est une créature qui va se retourner contre son créateur, comme tous les récits, j'allais dire... Frankenstein. Hein. Oui, la littérature, mais aussi les grands récits religieux, tous les récits fondateurs de l'humanité. Non, c'est un outil, c'est une invention, mais c'est une invention extrêmement importante qui va permettre de produire des tas de choses à toute vitesse, de façon extrêmement simple. Alors, on peut rire effectivement quand on entend Johnny Cash, chanteur country décédé, chanter entre guillemets grâce à une IA Barbie Girl. Okay, c'est drôle. Ou imaginer que Marilyn Monroe va jouer dans un nouveau film. Ou on peut être un peu subjugué par ce nouveau titre des Beatles et par le clip où on voit des gens morts jouer avec des gens vivants. Avec la voix de John Lennon, pas recréée mais retravaillée par l'IA, et surtout les chœurs pris à partir d'anciennes chansons qui sont retravaillées. Donc ça c'est bien alors pour vous. J'en sais rien, en tout cas culturellement c'est étrange, mais d'un autre côté effectivement quand on voit ce qui se passe, c'est-à-dire que petit à petit on peut faire parler des gens morts dans des chatbots, c'est-à-dire des robots conversationnels, tout dépend de la façon dont nous le vivons. Moi je crois qu'on ne peut pas arrêter tout ce qui se fait. C'est une accélération extrêmement forte, on peut le regretter, on peut s'en féliciter, mais le mouvement technologique, il est là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va vivre avec. Si, vous comprenez, si parler avec un robot conversationnel qui a la voix de quelqu'un que vous avez aimé, si ça vous console, pourquoi pas ? Si à un moment donné, ça brouille votre perception et ça rend le deuil impossible, là, c'est une forme de servitude. Donc, encore une fois, tout est toujours ambivalent. Oui. Et la question que je pose, c'est comment nous allons-nous vivre avec ça ? On ne peut pas arrêter le flot, on ne peut pas mettre de barrage. Je mentionne à un moment donné Paul Valéry qui disait qu'il faudra construire des cloîtres dans lesquels on s'isolera.
Ça, c'est une illusion. Il peut y avoir des moments où on s'isole, des lieux où on s'isole, mais on ne peut pas être isolé tout le temps si on veut rester dans le monde. Donc, comment nous, individus et collectivement, allons-nous vivre avec tout ça? Oui, c'est ça aussi, vraiment, vous l'avez raison, c'est la grande question. Parce qu'au fond, ce monde, vous dites, il est inéluctable, et que vont devenir ceux qui n'entreront pas dans ce monde, dans ce nouveau monde, qui n'y trouveront pas leur place? Ils vont être mis au rebut de la société. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, ils sont trop vieux, ils ne comprennent pas. Mais c'est là où je peux peut-être être un peu en désaccord avec vous. C'est-à-dire que je pense que vous le vouliez ou non, vous y êtes projeté dans ce monde. C'est-à-dire que je fais allusion au métaverse. À un moment donné, je dis voilà, le métaverse, c'est un lieu où on se rend, donc une réalité parallèle. Ça marchera pas. Je suis assez dubitatif sur le fait d'avoir un métaverse énorme, mais il y a des milliers de métaverses qui existent aujourd'hui. Donc, on peut se dire, comme vous le dites, il y a ceux qui décideront d'en faire partie et ceux qui ne décideront pas d'en faire partie. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui refusent? Mais d'un autre côté, si vous regardez bien ce qui nous arrive, des concerts avec des avatars, vous réservez une voiture aujourd'hui, dans la plupart du temps, vous avez un robot conversationnel, quelquefois avec un visage. On n'a pas le choix. Bientôt vous n'aurez pas le choix. Oui, mais ça s'appelle une tyrannie, ça. Non, ça s'appelle... Non. Vous l'employez, le mot, parfois. Ça peut s'appeler une forme de servitude, mais en tout cas, c'est l'accélération à laquelle on est soumis. Je ne m'en réjouis pas, mais je ne m'en désole pas non plus, je le constate juste. Cette accélération, elle est là, et encore une fois, oui, on réserve des voitures, mais imaginez-vous, il y a 40 ans, se dire, on passe une douane, on réserve une voiture, on règle un problème technique avec un robot conversationnel. On vous aurait dit, c'est complètement fou. On a besoin d'un être humain. Oui, mais aujourd'hui, un hacker peut tout arrêter. Un hacker peut empêcher des hôpitaux de fonctionner, des avions de décoller. Avant, les avions décollaient toujours, les hôpitaux fonctionnaient encore. Mais là où on va dire que quand ça fonctionnait pas, c'était pas forcément pour les mêmes raisons. Mais là où je vous rejoins en revanche, et je le mentionne, moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en 2022, une des principales requêtes ou recherches qui a été faite sur Google, c'est comment est-ce que je puis faire pour rencontrer des gens. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette société ultra connectée, où l'IA est omniprésente, où on est entre guillemets en réseau en permanence tous ensemble, donc ce qu'on appelle plus la masse aujourd'hui, mais la multitude, souvent ça rime avec solitude. Oui, et c'est terrible aussi. Si vous voulez, c'est ça qui me frappe moi, c'est que en fait, ce déluge de messages, ce déluge d'interactions, mais d'interactions, comme je le dis dans mon livre, plus avec des caricatures de nous-mêmes qu'avec nous-mêmes, finalement, ça peut provoquer un grand sentiment de solitude. Alors, ça peut nous inquiéter, on peut dire que c'est terrible, mais en même temps, on peut se dire que si on ressent ce sentiment de solitude, si on recherche sur Google comment puis-je faire pour entrer en contact avec des gens, c'est que cette appétence-là, ce manque-là, on peut leur dire, se dire là, descendez dans la rue ou allez au café, rencontrer quelqu'un peut-être. C'est que cette appétence-là n'a pas disparu. Oui. Et donc on peut tout à fait imaginer, c'est là-dessus que je plaide dans mon livre aussi, c'est qu'il y a un retour du réel aussi qui commence à se faire. Ça, c'est, pour moi, ça sera une forme d'espoir. Mais je vous le dis, Bruno Patino, vous dites aussi quelque chose que je trouve très fort. Vous dites au fond, il n'y a plus de contact sans intermédiaire. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, il y a toujours, avec le numérique, il y a toujours, comment dire, on passe par quelque chose, un tuyau quelconque. Et ça, c'est terrifiant. Et l'intermédiaire n'est pas neutre. Oui. L'intermédiaire n'est pas neutre. D'abord, il n'est pas neutre parce que si je converse avec vous sur un réseau social, la façon dont le message va passer, etc., n'est pas neutre. C'est pas une neutralité technologique. Mais par ailleurs, si je converse avec vous ou avec quelqu'un d'autre sur un réseau social, je fais appel là au philosophe Lévinas, je ne suis pas vraiment en présence du visage de l'autre dans toute sa réalité. C'est-à-dire que je suis présent avec, d'une certaine façon, une approximation de l'autre. Et c'est pour ça que nos dialogues dans les réseaux sociaux, nos discussions, non seulement de temps en temps, ça s'extrémise, ça se polarise à cause de l'organisation même du tuyau, mais par ailleurs, je ne suis pas dans l'intégralité de la complexité de votre être, et je ne suis pas moi-même la réalité de la complexité de mon être. Donc, c'est un simulacre ou une caricature de discussion. Et souvent, aujourd'hui, on se laisse prendre par ça. On se dit, ce qui se discute sur le réseau social, d'une certaine façon, c'est une approximation si on est positif, une caricature si on est négatif de discussion. Oui, merci en tous les cas, Bruno, de nous dire aussi que l'homme, l'être humain, a besoin de ce contact. C'est un être, c'est vital pour l'individu. On ne pourra jamais tomber amoureux d'une photo. On peut, mais dans ces cas-là, l'amour n'est plus l'amour. Oui, merci. Ça s'appelle Submersion chez Grasset. C'est absolument fascinant, passionnant, le nouveau livre de Bruno Patino. Je vous le conseille, un déluge d'images et de sons. Mais où sommes-nous dans tout ça? Merci Bruno. Merci à vous.